Le siège du gouvernement ukrainien a été sévèrement frappé par Moscou. L'armée russe a mené une vaste offensive contre les infrastructures militaires et industrielles utilisées par l'armée ukrainienne. Selon les médias locaux, il y a un nombre inédit de drones qui a été mobilisé et l'un d'eux s'est écrasé sur le bâtiment du cabinet des ministres à Kiev, ce qui a déclenché un incendie. Un grondement assourdissant. Et puis l'impact. La cible de cette frappe russe, le siège du gouvernement ukrainien, au cœur même de Kiev. Le toit et les derniers étages de cet imposant bâtiment de bureaux sont en flammes. Une épaisse fumée s'élève au-dessus de l'emblématique place Maïdan. C'est la première fois que la Russie vise le pouvoir ukrainien. S'agit-il de la réponse de Vladimir Poutine à Volodymyr Zelensky, qui refuse de se rendre à Moscou pour le rencontrer? C'est sûrement un avertissement pour montrer jusqu'où la Russie peut nous frapper. C'est le symbole de notre pays, de notre gouvernement. C'est le symbole de notre peuple indépendant. Donc c'est une frappe contre nous. Mais on reste debout. À l'intérieur du bâtiment endommagé, la première ministre ukrainienne se filme et dénonce cette escalade. Il semble que la Russie ne cherche pas la paix et n'est pas prête pour des négociations. Sur cette image, l'interception d'un des quelques 800 drones et missiles tirés par la Russie. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, la Russie a lancé une attaque d'envergure visant à la fois les sites militaires, des infrastructures industrielles et des infrastructures logistiques. Le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que 800 drones, 4 missiles balistiques et 9 missiles de croisière ont été tirés en une seule nuit. Vous voyez comment ça ne fait que monter. On est quitté de 450 à 600, de 600 à 650, de 650 à maintenant 800. La presse ukrainienne a confirmé en étant scandalisée cette utilisation massive de drones. À Kiev, la mairie de Vitaly Klitschko a rapporté sur Telegram qu'un bâtiment gouvernemental a été endommagé après la chute de débris. Par la suite, Volodymyr Zelensky et son premier ministre ont confirmé que le toit et l'étage supérieur du cabinet avaient été touchés par le feu. Le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, a précisé que l'incendie s'est propagé sur plus de 1000 mètres carrés. À Kremenchuk, à 250 km au sud-est de Kiev, les forces russes ont frappé le pont Kryukovsky. Mais c'est même quoi avec les noms aussi? Ça va me faire mal à la gorge pour rien. C'est un point logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Ça a été touché et donc les Ukrainiens sont privés de ça. On parle de 18 convois ferroviaires qui transportaient du matériel qui y passait chaque jour de la semaine précédente. Donc là maintenant, ils n'ont plus cette logistique-là. Ça va encore rendre la situation des soldats sur le terrain plus dur que ça ne l'est déjà, et c'est déjà catastrophique. Les médias ukrainiens ont aussi signalé une vingtaine de frappes visant les infrastructures énergétiques et militaires dans la ville. Et ça ne s'arrête pas là, parce que la Russie a également bombardé l'aérodrome de Kryvyi Rog. C'est dans le sud. Et ils ont aussi bombardé 2 bases aériennes à Odessa, sur la côte, et à Star-Konstantinov, près de Kiev. Ça, c'est aussi une autre ville. À Zaporodié, encore sous contrôle de Kiev, des installations industrielles ont été touchées. Selon le ministre russe de la Défense, les frappes visaient des sites liés au complexe militaro-industriel ukrainien. On parle là de dépôts d'armes, de centres de montage d'armes et de lancement de drones longue portée, des aérodromes militaires et des stations radars de défense aérienne. Tout ça a été complètement rasé. Moscou affirme aussi avoir détruit des points de regroupement de soldats ukrainiens et de mercenaires étrangers dans 149 zones différentes. On parle là d'une déstabilisation majeure de l'armée ukrainienne. Ce sera très dur pour eux de s'en remettre. Tout ça pourquoi? La Russie tend la perche à l'Ukraine, mais ses amis de l'Union européenne insistent pour dire non. On permet même à une délégation ukrainienne de venir à Moscou et les gars disent non, on ne veut pas. On veut faire sortir Poutine de son pays. Pourquoi? Alors que c'est lui qui gagne la guerre. Qui vous a dit que c'est celui qui perd la guerre qui doit fixer les conditions de négociation? Bon, il a donc prouvé qu'il n'est pas en train de plaisanter. Vu que vous voulez faire perdurer la guerre, allons-y. Mais ça, c'est une destruction majeure. C'est un coup très dur. Je suis bien curieux de voir comment est-ce que les médias occidentaux vont commenter l'affaire. Ce sera compliqué d'essayer de faire passer ça pour une attaque mineure, pour quelque chose qui n'a pas de grande importance. Vous avez entendu tout ce qui a été détruit là. Et dites-vous que le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement russe a insisté pour dire que toutes ces opérations militaires ne ciblent que les objectifs militaires et les infrastructures qui soutiennent, sans compter l'incendie survenu au bâtiment du gouvernement ukrainien. Donc imaginez un temps soit peu si la Russie frappait pour détruire. Là, il ne frappe que pour gagner la guerre. On parle là quand même d'une concentration sans commune mesure de l'armée russe. Vous vous imaginez un ennemi aussi nuisible qui veut poursuivre la guerre malgré le fait qu'il sait qu'il ne peut pas gagner.
Mais vous continuez de vous calmer. Peu d'entre nous auront cette patience, sachez-le. En tout cas, le ministre russe de la Défense a assuré avoir rempli tous ses objectifs lors de l'attaque du 7 septembre. Attaque qui a visé des usines de production de drones, de bases aériennes et diverses infrastructures militaires en Ukraine. D'après Moscou, les frappes effectuées avec des armes de haute précision et des drones de combat ont ciblé des sites de fabrication, d'assemblage, de réparation, de stockage et de lancement de drones, ainsi que plusieurs bases aériennes situées dans le centre, le sud et l'est du pays. Le communiqué officiel mentionne aussi 2 sites stratégiques, l'usine Kiev 67 en banlieue ouest de la capitale et la base logistique STS Group. Ça, c'est au sud de Kiev. Tous les objectifs fixés ont été atteints, sans aucune exception. Chaque cible désignée a été détruite. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Défense russe en précisant que d'autres installations civiles de Kiev n'avaient pas été touchées. Là, on est clairement en train de parler d'une débandade sans commune mesure incomparable. On vous parle du pont de Kremenchuk sur le Dniepr, un pont logistique crucial qui était emprunté chaque jour par l'armée ukrainienne, situé à environ 250 km au sud-est de Kiev. Maintenant, c'est impraticable. C'est endommagé, c'est gravement endommagé. Ça va encore rendre beaucoup plus difficile l'entrée et la sortie de toute ressource. On parle d'une démonstration de force où l'armée russe a fait comprendre que même dans les sièges où vous pensez être protégé là, on peut vous atteindre. 1000 km² d'incendie. Il faut maintenant réparer tout ça en plein cœur de la capitale. Vous ne réalisez peut-être pas ce que ça signifie en fait. Ça veut clairement dire on peut vous atteindre où que vous soyez. Parce que la précision est d'autant plus troublante quand du côté russe, ils font comprendre qu'eux, ils ne ciblent que les infrastructures militaires. Donc, ils n'ont même pas réellement une volonté de faire des dégâts massifs et importants. Ils ne visent que les infrastructures militaires ou qui permettent à la guerre de se poursuivre. Rien de plus. Vous imaginez un temps soit peu si la Russie décidait d'attaquer les civils, de détruire, genre pour détruire, pour que même en Ukraine, les gens se disent « Oh non ». Là, on ne peut plus tenir. C'est-à-dire, vraiment, avec la volonté d'humilier. Du côté de l'OTAN, eux, ils n'auraient pas hésité. C'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'auraient pas hésité du tout à frapper les cibles civiles en Russie. C'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, d'histoire et on jette un regard de notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est shadowban. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez un like. On doit former un bloc de résistance contre le système. Revenons au sujet. Le territoire ukrainien frappé massivement la nuit dernière, attaque record menée par les Russes, plus de 800 drones lancés sur le pays, au moins 5 personnes ont été tuées. Au moins 5 personnes, c'est vrai, au moins 5 personnes, ça veut dire que ça peut même être 500 personnes. J'ai dit au moins 5 personnes, elle ne donne pas de nombre. La capitale Kiev n'a pas été épargnée, le siège du gouvernement a été incendié. La première ministre ukrainienne s'est rendue sur place, on l'écoute. Tout porte à croire que la Russie ne recherche pas la paix, qu'elle n'est pas prête à négocier. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos partenaires. Aidez-nous à fermer le ciel. Renforçons les sanctions contre la Russie et créons un système de garantie pour notre État qui forcera l'ennemi à s'arrêter. C'est-à-dire, tous les dirigeants ukrainiens sont en mode la paix. Ils disent qu'on veut la paix, mais avec des tanks, avec des missiles patriotes et j'en passe. Remarquez bien, à chaque fois qu'un dirigeant ukrainien prend la parole, il parle de paix, mais juste après il rajoute « Pour la paix, il nous faut plus de missiles. Pour la paix, il nous faut plus de drones, plus de chars. » C'est-à-dire, c'est un peu comme un gars qui dit « Je veux maigrir » tout en commandant des pizzas XXL. Et avec supplément fromage, attention, les intentions c'est clair, ils parlent de paix tout le temps, mais ils ne sont pas cohérents parce qu'ils n'agissent pas comme ceux qui veulent la paix. C'est-à-dire qu'ils ont des conditions irréalistes, toujours en train de dire que la paix est possible, seulement si la Russie quitte non seulement les territoires contestés, mais aussi la Crimée. Demander à Moscou de rendre la Crimée, c'est comme demander à un Camerounais de rendre le plat de ndolé que sa mère lui a donné en personne. Donc on te donne un plat, on te demande de rendre, non mais ça va seulement finir dans le ventre. C'est littéralement une chose impossible, même sous la menace. Donc, en posant des conditions impossibles, on sait déjà que la négociation est condamnée. Mais voilà, c'est eux qui disent que la Russie ne veut pas la paix. Alors que celui qui est en position de force est même assez tolérant quant à ces différentes demandes. Et il y a même un truc que je note aussi. Si l'Ukraine voulait vraiment la paix, si tu veux vraiment la paix, si n'importe qui veut vraiment la paix avec son voisin, tu discutes directement avec le voisin, non? Mais qu'est-ce que l'Ukraine fait? Elle préfère passer son temps à courir après l'OTAN et l'Union européenne. Ça dit, c'est un peu comme si vous avez une dispute conjugale et au lieu de parler
avec ton partenaire, tu appelles les voisins du quartier, tu appelles les cousins, tu appelles les tantes à l'autre bout de la terre pour venir régler le problème. On est d'accord que ce n'est pas la meilleure méthode. Donc évidemment, la guerre continue et la paix reste un mirage, un concept qu'on vend à la population à chaque fois. Et on retrouve comme ça, à chaque sommet international, un Zelensky qui sort son look kaki, son ton et son air dramatique. C'est même littéralement devenu un show mondial. Donc elle arrive dans un endroit où il y a des sinistrés. La première chose qu'elle trouve à faire, c'est faire un selfie. Elle, par contre, elle est soignée. Hein? La coupe est bien faite, son habit est bien, vraiment. Vous sentez que c'est pas quelqu'un qui va sur le front. Vous sentez que c'est pas quelqu'un qui est directement concerné par la guerre. Parce que elle, ça va. Son porte-monnaie, ça va. Ses enfants, ça va. Bah, ça va. Résultat, tout ce qu'elle peut utiliser comme propagande, tout ce qu'elle peut exploiter pour se réapproprier, elle l'utilise. Donc, elle pense vraiment qu'avec son post, c'est le moment de sortir une vidéo pour faire des revendications. Ils n'ont pas le même bouquin de comédie que Zelensky. Peut-être qu'ils ont même les mêmes fiches de lecture. C'est-à-dire qu'ils sont partout en train de parler de paix, mais au moment de passer à l'action, tout le monde disparaît. Ça me fait penser aux étudiants qui sont là pendant tous les cours, mais au moment des examens, ils disparaissent. C'est-à-dire là où il faut qu'ils soient là, ils n'y sont pas. Ils se trouvent des excuses. Soyons honnêtes. Et il faut que ces médias apprennent à être honnêtes. Tous les milliards qui arrivent, qui tombent en armes, en aide, ou encore sous forme de prêts généreux, extrêmement généreux, sont utilisés pour un supermarché de la guerre. Et chacun consomme copieusement. C'est-à-dire qu'ils se remplissent les poches, vous n'avez même pas idée. Arrêter le conflit, ce serait couper le robinet de l'argent Dior, de l'argent gratuit. Et dans ce cas, qui va encore financer l'État ukrainien? Qui va encore financer leur très belle vie? Qui va encore remplir leurs poches? Qui va payer l'étude de leurs enfants? C'est un peu comme fermer une boîte de nuit qui fait chaque soir carton plein. Tout le monde va pleurer, mais surtout le patron, ou surtout les patrons, dans ce cas de figure. Donc ils ne peuvent pas accepter de le faire. Résultat, absolument tout dans leur comportement, ceux des dirigeants de l'Ukraine et des dirigeants de l'Europe, montrent que la paix n'est pas une priorité. Ça les met trop à l'aise. Ils sont très bien. Donc, ils en parlent beaucoup, mais on n'y croit pas une seule seconde. Et David Delot, c'est à mes côtés. Bonjour David. Bonjour, madame. Il y a donc cette attaque record, plus de 800 drones, 13 missiles et ces images donc du siège du gouvernement incendié. La chef du gouvernement s'est d'ailleurs rendue sur place. Effectivement, oui, le toit, les étages supérieurs du bâtiment ont pris feu. Il a fallu l'intervention d'hélicoptères, bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie. Et c'est vrai que symboliquement, l'événement est marquant. Au point que la première ministre, effectivement, qui s'exprime peu sur les affaires extérieures de l'Ukraine, a été contrainte, s'est vue obligée de prendre la parole. Jusqu'à présent, il faut le dire, les bâtiments officiels de Kiev avaient été globalement épargnés par les bombardements qui visent l'Ukraine chaque jour depuis 3 ans et demi, depuis le début de la guerre. Si on élargit le champ de vision, si on ne se focalise pas uniquement sur Kiev, mais si on regarde l'ensemble du territoire, eh bien les chiffres sont spectaculaires. 823 projectiles, 810 drones et 13 missiles ont ciblé l'Ukraine la nuit dernière. Une vague massive qui rappelle celle de la fin du mois d'août, qui avait fait 25 morts à Kiev, qui avait touché les locaux de la délégation de l'Union européenne. Souvenez-vous, les frappes d'hier ont été moins meurtrières. La Russie affirme avoir visé uniquement des sites militaires, des infrastructures de transport. Objectif visiblement raté, on va le dire comme ça, puisque des bâtiments résidentiels ont été touchés et que parmi les victimes... Objectif visiblement raté comment, alors que de l'autre côté, ils ont fait comprendre que tout leur objectif avait été atteint. Est-ce que le but, c'était de détruire des bâtiments résidentiels? Non. Si on compte une fillette d'1 an, on peut difficilement la qualifier d'objectif militaire prioritaire. Une attaque massive qui n'intervient pas à n'importe quel moment. Ah oui, comme par hasard, ce déploiement de force intervient quasiment au lendemain de la conférence des volontaires. Jeudi à Paris, 26 pays alliés de Kiev ont réaffirmé leur soutien à Volodymyr Zelensky. Ils se sont dit prêts à mettre en place des garanties de sécurité pour l'Ukraine à la fin de la guerre, mais ils ont surtout évoqué la possibilité de déployer des troupes au sol pour appuyer, pour épauler les forces ukrainiennes. Vladimir Poutine en personne a prévenu, si des forces occidentales devaient se retrouver sur le front, elles deviendraient immédiatement des cibles légitimes. C'est le mot qu'il a utilisé. Comprenez, l'armée russe n'hésitera pas à les viser, à les frapper. Et le fait d'avoir touché le siège du gouvernement ukrainien, ça donne un poids militaire et stratégique supplémentaire à cette menace explicite. Ça n'a pas refroidi les ardeurs d'Emmanuel Macron, qui a accusé la Russie d'avoir frappé de manière indiscriminée et qui dénonce la logique de la terreur menée par Moscou. Londres a fait écho par... La Russie a de nouveau fait pleuvoir des centaines de drones et des dizaines de missiles dans la nuit sur l'Ukraine en frappant de manière indiscriminée, y compris des zones résidentielles et de sièges du gouvernement. La Russie s'enferme toujours un peu plus dans la logique de guerre et de terreur. C'est-à-dire ces gars avec l'inversion accusatoire.
Et maintenant, quand il parle du siège du gouvernement, puisque les zones résidentielles, bien évidemment, c'est pas vrai, c'était des zones militaires. Maintenant, quand il parle du siège du gouvernement, le siège du gouvernement, ce n'est pas la zone où on commande l'armée. Ils ont fait comprendre que leur objectif était les objectifs militaires, stratégiques, les objectifs qui permettent la poursuite de la guerre. On est d'accord que le siège du gouvernement, c'est quand même là-bas que tout se passe, quoi. Aussi simple que ça. On ne va pas chercher midi à 14h. On ne va pas faire comme si c'était une grande énigme. C'est là-bas qu'on prend les décisions. Et une fois de plus, je pose la question. Vous pensez que si l'Ukraine avait la possibilité de frapper de la même manière, la Russie n'allait pas le faire? De frapper les civils, la Russie n'allait pas le faire. D'ailleurs, qui a le plus frappé des civils entre la Russie et l'Ukraine? Pourquoi, à votre avis? Comment est-ce qu'on doit comprendre cette attaque de la Russie au lendemain de la réunion de la coalition des 26 volontaires, là, des 26 PECNO? C'est simplement, en première instance, un clin d'œil à l'Occident. C'est-à-dire, c'est un peu comme un geste de Poutine qui dit « Merci pour votre promesse, mais je ne suis pas en train de jouer à cache-cache avec vous. Je ne suis pas en train de jouer à cache-cache avec vos soldats imaginaires. Je montre qui décide ici. » Et le message est clair. Symboliquement, c'est « Vous pouvez promettre, mais je frappe avant que vous ne bougiez vraiment. Je frappe vite et maintenant. » Donc, l'impact psychologique sur l'Ukraine, des gens parlent de 800 drones. Ça fait énormément en une seule nuit. Ça fait beaucoup en une seule nuit. Beaucoup de frayeur, beaucoup de terreur. Même pour les militaires. Ne vous dites pas que les militaires n'ont pas peur de la mort. Donc, combien de fois les civils, les gens qui ne sont pas du tout entraînés à ça, ils étaient terrorisés. Voilà déjà l'impact psychologique sur les Ukrainiens. Le pont détruit, les usines touchées. Ça met un coup direct à la confiance dans la capacité du pays à gérer la guerre. Donc, déjà que la confiance des Ukrainiens n'est pas au mieux, ça a encore affaibli avec cette attaque et c'est en pleine capitale. Donc, imaginez un peu la terreur et la frayeur des gens. Viser le siège du gouvernement, c'est quoi? C'est on va toucher vos dirigeants, même s'ils se croient en sécurité. Ils ne sont en sécurité nulle part. On va les frapper. L'effet médiatique immédiat, ce sera ce qu'on est en train de voir là. Chaque média occidental va essayer de montrer des images d'explosions, des infrastructures détruites, des sirènes qui hurlent et j'en passe. Le message subliminal pour l'opinion publique mondiale, c'est que la Russie peut frapper fort, même quand l'Occident promet les renforts. Ça ne change rien. Pour la Russie, avec ou sans, rien ne change. Et pour l'intérieur, ce sera, mais regardez comment est-ce que votre gouvernement est vulnérable. Ils sont incapables de se protéger eux-mêmes. Vous êtes en danger avec ces gens. Chassez-les vite. C'est eux qui poursuivent la guerre. Nous, on veut arrêter. Vous voyez, on peut vous faire du mal, mais on refuse. Le message tourne dans la tête des gens. Ne vous dites pas que ça passe crème, non. On parle de personnes qui vivent ces traumatismes-là chaque jour. Vous pensez quoi? Détruire les ponts, c'est retarder la logistique, ralentir l'armée ukrainienne. Détruire les usines, c'est attaquer l'industrie de guerre. Donc, le réarmement des soldats sur le terrain et bombarder le siège du gouvernement, c'est montrer que même les décisions politiques peuvent être frappées. Ne vous dites pas que vous êtes protégés. Cette offensive russe est un gros cocktail de peur, de messages politiques, de frappes tactiques et d'avancement dans le conflit qui les anime. Et tout ça servi avec un ton salut les gars, nous sommes très sérieux. La voix de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui a estimé qu'avec ses frappes qualifiées de lâches, Vladimir Poutine ne prend pas la paix au sérieux. Petit rappel, soutenu par les pays baltes, Paris et Londres, puissance nucléaire, militent pour une intervention au sol lorsque la guerre sera terminée pour assurer les fameuses garanties de sécurité évoquées lors de la réunion des volontaires. Mais les Français et les Britanniques sont confrontés à la réticence de l'Allemagne et de la Pologne qui rechignent à envisager un déploiement terrestre. Ça, c'est simplement parce que c'est eux qui sont les plus proches de la Russie. Donc, en cas de problème, là, ce seront eux les premiers touchés. La Pologne, par exemple, c'est le centre de passage entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Regardez vous-même. Voici la Pologne. Donc, je suis la Russie, j'ai besoin d'attaquer l'Europe de l'Ouest. Je passe par la Pologne. Vraiment, c'est une ligne de droite très facile à gérer. Vous vous rappelez que l'Allemagne de la Seconde Guerre tribale, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ils ont commencé par attaquer la Pologne. Ils n'ont pas voulu courir trop loin. C'est pas pour rien. La Pologne a une très mauvaise position. Est-ce qu'il est possible d'expliquer ces réserves? Oui, avec la France, l'Allemagne et la Pologne font partie du top 3 des pays européens qui comptent les armées les plus importantes en termes de militaires actifs. Mais les soldats allemands sont plus habitués à se projeter sur des missions humanitaires. C'est une armée qui se reconstruit à peine après des années de démilitarisation issue de l'après-guerre. Et puis Berlin et Varsovie attendent des garanties
américaine, puisqu'on ne sait pas vraiment ce que Washington envisage dans le dossier ukrainien. Il faut dire que Donald Trump souffle le chaud et le froid, même si on sent quand même que le président américain est passablement agacé par l'obstination de Moscou. Mais la plupart des membres de la coalition des volontaires, ce qu'ils exigent, c'est la mise en place d'un backstop, un filet de sécurité américain comme condition à leur engagement. Un soutien des États-Unis serait indispensable pour pallier les carences de l'Europe en matière de système de commandement, de système de contrôle, dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la défense solaire. Mais malgré ces quelques petits décalages de point de vue, on a quand même l'impression que le front occidental anti-Poutine a trouvé de bonnes bases pour se mettre en travers de la route du maître du Kremlin. Ils ont raconté tout ça, ils ont des discours de colère, des discours comme s'ils avaient un quelconque pouvoir. Est-ce que ces gars savent même ce qui est en train de se passer actuellement chez les soldats ukrainiens, c'est-à-dire ceux qui se battent? Et il y a un journaliste ukrainien qui a révélé des chiffres alarmants concernant les désertions massives dans l'armée, alors que les pertes dépassent déjà le million de soldats. En parallèle, il y a un militaire ukrainien qui a dénoncé la corruption dans les bureaux de recrutement, où il faut payer des sommes énormes, astronomiques, pour échapper à la mobilisation. Oui, maintenant c'est ça le truc. Chacun trouve son couloir de corruption. Selon Alexandre Boyko, le journaliste ukrainien, il y a 142 711 militaires qui ont quitté les rangs de l'armée rien que durant les 8 premiers mois de 2025. Il s'appuie sur les dossiers pénaux liés à l'article concernant l'abandon volontaire du service. Le mois de mai, par exemple, a enregistré un record de près de 20 000 désertions. Mais Boyko précise que ces chiffres ne concernent que les cas ayant fait l'objet d'une enquête préliminaire. D'imaginer ceux qui ont fui sans rien dire. En réalité, le nombre est beaucoup plus élevé que ça, car personne ne recherche les soldats disparus et aucun d'eux ne retourne à l'armée tout simplement. Toujours selon lui, depuis février 2022, c'est près de 265 000 cas de désertion qui ont déjà été recensés. L'armée ukrainienne se trouve donc actuellement en état de désertion. Elle perd au moins 10 000 hommes par mois, alors que 20 000 à 30 000 conscrits sont mobilisés de force, dont 20 000 à 30 000 personnes sont mobilisées de force chaque mois. Le conseiller de Vladimir Poutine, Antonio Kobaykov, confirme cette tendance en affirmant que Kiev envoie chaque jour environ 650 soldats à l'abattoir. Il avance un chiffre global. Près de 1,8 million de militaires ukrainiens ont été perdus depuis le début du conflit en février 2022. Et à cela s'ajoute le scandale des centres de recrutement accusés de s'enrichir sur la peur de la souffrance des citoyens. Rotan Krimsky, un commandant d'une unité de reconnaissance de la 28e brigade, a publié sur Facebook la liste des tarifs. Liste des tarifs exigés pour éviter la mobilisation. Il a raconté que son ami a été arrêté devant lui, puis immédiatement enregistré dans un bureau de recrutement de Kiev, en attendant d'éventuels acheteurs. Oui, littéralement. Les employés lui ont demandé 8 000 $ pour être transféré dans une unité de son choix. Mais pour rentrer chez lui libre, donc pour qu'on le relâche, il doit payer 30 000 $, soit plus de 25 000 €. Pire encore, c'est qu'aucune garantie ne lui était donnée. La personne qui a été arrêtée a payé 30 000 $, a été libérée, peut être arrêtée le lendemain. Et ils recommenceront la procédure, ils vont dire non, cette fois-ci c'est une procédure différente. C'est-à-dire, vous voyez le niveau de corruption. Vous pensez que qui s'est vraiment inspiré de qui? Qui s'est vraiment inspiré de qui? Parce que quand on parle de la corruption, on regarde beaucoup l'Afrique. Qui s'est inspiré de qui? Je ne pense pas que les États africains de base étaient aussi corrompus. C'est quand ils ont vu les méthodes des autres qu'ils se sont assis, ils ont étudié. Quand on parle des plus grands arnaqueurs, mais ce n'est pas en Afrique. Qu'on arrête d'essayer de nous faire croire qu'il y a plus de corruption en Afrique qu'ailleurs. Vous écoutez même les sommes qui sont demandées. 30 000 €, 30 000 $. C'est pour que les gens trouvent ça où? Comment? Donc on les envoie à l'abattoir. C'est ça. En attendant, ceux qui sont décisionnaires, ils se sont là, ils sont tranquilles, ils se gavent. Ils rentrent le soir chez eux, ils embrassent leur famille. Ils sont très contents de leur famille. Eux, ils veulent les protéger. Jamais ils n'accepteraient que leurs enfants subissent ça. Mais pour faire subir ça aux autres, aucune pression. Jusqu'à vraiment, ils acceptent l'argent. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, tous ces centres de recrutement disposent d'un pouvoir quasi total sur la population ukrainienne. Et très souvent, ils utilisent la force. Chaque jour, des vidéos circulent dans les médias, sur Telegram, montrant des hommes en uniforme qui amènent de force des Ukrainiens, parfois traînés dans les bus, sans signe distinctif. La dernière fois, j'avais partagé une vidéo, YouTube avait retiré. Je ne peux pas j'ai les images, mais ces gars sont d'une terrible brutalité. Pour envoyer les gens à la guerre, et ils s'étonnent que les gens fuient. Mais entre vous et moi, vous auriez fait quoi? Sérieusement, moi j'aurais même marché avec un drapeau blanc. Vous jouez. Bref. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. Et on se retrouve
une prochaine fois.